Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous allons parler de la victoire de Rory McIlroy à l'Arnold Palmer Invitational. Nous évoquerons également la 5e place de Tiger Woods qui n'en finit plus de faire de bonnes performances sur le PGA Tour. Et cette semaine, c'est le WGC Matchplay où Alexander Levy est le seul Français présent dans le champ. Nous y reviendrons, sans oublier les chroniques de Johanna Claten et de Rémi Rivière. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous et Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut JP. Et sans oublier Johanna Claten, joueuse du LPGA et marraine de cette émission. Salut Johanna. Salut JP. Allez, on démarre tout de suite avec le PGA Tour et le retour aux affaires de Rory McIlroy qui on commence pas par Woods. Imposé. Et non, on va changer un peu parce que Woods n'a pas gagné. Pas encore en tout cas. Rory McIlroy, lui s'est imposé justement à l'Arnold Palmer Invitational avec un dernier tour de feu, messieurs. Une carte de 64, 5 birdies sur les 6 derniers trous. Rory est de retour. Lui, il est de Alors retour. Arnaud, il a perdu le feeling, c'est ça? Il a retrouvé le feeling au putting. J'en suis ravi. Peut-être qu'il et a visiblement, arrêté de soulever des poids pendant cette peut-être semaine-là. qu'il a arrêté. En tout cas, il a rencontré Brad Faxon la semaine d'avant. Ça lui a fait beaucoup de bien. Et non, c'est sûr qu'il a jamais puté de sa carrière comme ça. Tant mieux. Moi, je me désespérais du putting de Rory. Bah voilà, il a même pas retrouvé son putting. Il n'a jamais puté comme ça sur le PGA Tour. Il a fait un point de mieux que d'habitude, que son meilleur score au strokes gain putting, pardon. Enfin voilà, c'était une démonstration. C'est sa première victoire, fabuleux, première victoire depuis septembre 2016. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas soulevé un trophée, Benjamin. Dès l'instant où l'un des meilleurs drivers du monde, si ce n'est le meilleur driver du monde, arrive à caler quelques potes par tour, c'est forcément, il est inarrêtable. Je crois que c'est Paul Lawrie qui l'a encore dit très, très récemment en parlant des chances pour le Masters qu'on évoquera plus tard. Donc le vainqueur du British Open 99 disait que Rory McIlroy, quand il pote ne serait-ce que correctement, est complètement inarrêtable et on est tous d'accord avec ça. C'est comme Dusty Johnson, on avait dit la même chose avec lui. C'est vraiment les deux joueurs où s'ils ont les deux compartiments qui marchent. On l'a vu avec Rory ce week-end quand on a 118 yards, quand on a 110 mètres pour toucher un par 5 en 2 après une de ces bombes au drive, c'est forcément il y a même plus besoin de putter excellemment bien. On cale quelques putts de 5-6 mètres par partie. Enfin, c'est pas si simple à faire, mais déjà. Sauf que là, il a putté fabuleux, quoi. Il a vraiment putté. Alors, est-ce qu'Arnaud vous lui reprochez toujours cette muscu, cet excès de musculation en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il a, malgré la muscu, en tout cas, il a trouvé quelque chose au putting et pourvu qu'il le gagne. Il a vu Brad Faxon, ils ont échangé tous les deux. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui putt, le secret de Brad Faxon apparemment c'était rythme et tempo, il lui a dit. Voilà, c'était ce à quoi pensait Brad Faxon quand c'était un des meilleurs putters du PGA Tour. Il disait plus une leçon mentale que technique, c'est ce que disait. Voilà, puis même il lui a juste dit fais-toi plaisir, enfin relâche-toi. Voilà, il lui a demandé du relâchement et c'est vrai qu'on a vu Rory, encore une fois, moi ce que j'aimais pas c'était mécanique chez Rory. On sentait qu'il était crispé et là ça a été fluide. Enfin le dimanche c'était une leçon de putting, c'était fabuleux, il caressait la balle roulait sur les greens à la bonne vitesse, c'était une démonstration, c'était beau. Alors Benjamin, ça a été la clé de cet Arnold Palmer, le putting pour Rory. On sait qu'il drive très très loin, très très fort. C'est ce qui lui manquait avant d'être plus régulier au putting notamment. Oui, j'ai pas la stat, mais je crois qu'il a terminé de toute façon en tête des stats de toutes les stroke gain du tournoi. C'est la première fois depuis 2013, depuis qu'on fait ce type de statistiques, un joueur domine toutes les statistiques. Donc encore une fois, c'est pas que le putting, évidemment, on gagne pas un tournoi du PGA Tour sans caler quelques putts à 6-10 mètres, mais on le sentait intouchable à un moment, hein, Rory, quand il a commencé sa série de de birdie. toute façon, encore une fois, ce que disait Benjamin, hein. il est injouable. Enfin, du tee au green, c'est un des deux meilleurs joueurs du monde avec Dustin Johnson. Donc, c'est ce qu'il faisait même depuis 5 ans. Mais sauf que le putting ne suivait pas. Bah là, le putting a suivi. Et même, il était au-delà du champ. Donc, forcément, il s'impose avec Benjamin. Évidemment, il y a cette petite histoire du lundi où Rory McIlroy a croisé Brad Faxon. On rappelle que Brad Faxon, c'est un très bon joueur du PGA Tour des années 90. 8 victoires sur Voilà, exact. Excellent putter, on le surnommait. 3 années de suite meilleur meilleur putter. C'était le Christian Sever américain. Voilà, c'est ça. Enfin, même c'était le Christian Sever du golf mondial. On le surnommait Boss of the Moss, d'ailleurs. C'est Christian Sever. Non, aussi, oui. Le boss du putting, Brad Faxon. Mais donc c'est
ce sera un Rory avec un surplus de confiance et c'est intéressant évidemment en vue du Masters. Je vous coupe pas l'herbe sous le pied. Non, pas du tout. J'en fais pour parler du Masters, mais évidemment Rory se replace. Mais Rory, sur ses 3 de ses 4 victoires majeures, a gagné juste avant un gros tournoi, que ce soit Wentworth en 2014, avant de gagner le British, et également le PGA d'ailleurs. 2014. Ouais. Voilà, quasiment à chaque fois avant de gagner un majeur, Rory s'est remis en selle avec une grosse victoire sur le PGA Tour ou même en Europe. Oui, après, il y a d'autres fois où il a eu des grosses victoires, il n'a pas gagné derrière. Donc, alors, messieurs, on le disait justement ces derniers temps, que son problème était peut-être son caddie, son meilleur ami, là, son meilleur pote, Harry Diamond. C'est un joueur comme ça a besoin d'un caddie, Johanna d'un bon caddie, en tout cas d'un caddie performant. Oui, j'aurais tendance à... Enfin, on sait pas trop ce qu'il lui apporte, au final, il n'en a pas trop discuté. Est-ce qu'on sait déjà si c'est un bon joueur, son meilleur ami, là? Est-ce qu'on le sait ou pas? Bon, on imagine parce que j'imagine qu'il est quand même là pour lui donner pas mal d'informations. J'imagine qu'il fait quand même le boulot minimum d'un caddie. Après, un joueur comme Rory, il se connaît suffisamment bien pour savoir ce qu'il va jouer, je pense. Enfin, ça dépend quel genre de joueur il est, mais après une dizaine d'années de carrière, je pense qu'il se connaît suffisamment pour savoir comment il va jouer. Donc, au final, je pense que ce qui est important, c'est vraiment le côté relationnel. Si son copain arrive à le garder dans un état détendu, en confiance, tout ça, c'est très important. Un Rory dans la zone, comme on a vu. Là, il n'y a besoin de personne. Là, il est tout seul. Et puis, c'est ce que on en parlait avec Benjamin. Quand on drive à plus de 300 mètres régulièrement, là, vous avez besoin de personne, quoi. Le golf devient comme jouer Rory dimanche. Le golf, ça devient ses pilotes automatiques. Il a besoin de Alors Benjamin, vous avez une petite info? Oui, un petit mot sur Harry Diamond, donc l'un des meilleurs potes de Rory, qui est son caddie. C'était un très très bon joueur amateur en équipe de County et également qu'il a également représenté l'Irlande. Donc c'est vraiment un très bon joueur de golf. Mais bon, oui. Ça on n'en doutait pas. Alors justement, cette victoire de Rory McIlroy, ça le replace forcément parmi les favoris, si ce n'est le favori du Masters Augusta. Il reste sur 4 top 10 de suite à Augusta et une 4e place en 2015. Rory peut porter la veste verte ce dimanche de Masters. Ouais, ça irait bien, un Irlandais, de toute façon, la veste verte, mais bon, on sait qu'il y a les petits fantômes de Rory et de l'épisode du Masters 2011. 2011, hein, c'était pas 2012, Arnaud? 2011, juste avant sa victoire à l'US Open. Après, il a fait d'intenses recherches. Voilà, qui a archi-dominé le tournoi pendant quasiment tout le tournoi pour craquer sur les 9 derniers. Mais il y a un truc qui est intéressant, au-delà du fait évidemment qu'il est en pleine forme et qu'il vient de gagner, c'est que toute l'attention va être sur un seul joueur, je pense, au Masters, va être beaucoup sur Tiger Woods. Toute cette pression va être sur Tiger et ça sera la première fois pour Rory, évidemment. Donc ça va être un petit peu de pression en moins pour Rory, même s'il va en avoir énormément puisqu'il vient de gagner. Mais ce petit facteur Tiger qui pourrait pour moi avantager Rory. Et d'ailleurs, on l'a vu dimanche, Woods a fait un début de charge, était à un coup de la tête. Jusqu'au 15 et après au 16. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Évidemment, Rory a joué à ce moment-là des par 4 un peu plus accessibles et des par 5 touchables en 2, mais c'est là où Rory a produit sa charge quand Tiger est revenu. Et on le sait, quand Tiger produit une charge sur le parcours, ça fait beaucoup de bruit, les joueurs sont au courant sans même regarder le leaderboard et ça n'a pas impressionné Rory. Est-ce qu'en imaginant que Tiger s'égare pas au 16 et rentre un nouveau birdie, est-ce que Rory aurait été non, aussi on l'a vu, Justin Rose a joué avec lui aussi, ça va, l'effet Tiger, et il n'existe plus, en tout cas pour l'instant, il existera peut-être à nouveau. Effectivement, la seule chose, c'est peut-être que ça crie sur le parcours, donc là peut-être que ça perturbe un peu les joueurs, mais voilà, ils sont suffisamment sûrs de leur swing tous, sûrs de leur mental. Ils ont joué des majeurs avec ou sans Tiger. Honnêtement, l'effet Tiger, maintenant, il faut quand même pas exagérer. Et juste très, très court sur Rory au Masters, j'en avais parlé avec un technicien de chez TaylorMade qui a contribué au fitting de Rory sur son nouveau driver M3 notamment. Et on parlait du draw de Rory, et ce technicien dont j'ai oublié le nom m'a dit que Rory jouait de moins en moins en draw, ne jouait plus ces grands draws prononcés de l'époque où il jouait chez Titleist, notamment avec ce driver 913. Ça, il faisait des grands draws qui roulaient énormément et qui collaient très très bien au trou du Masters où il y a beaucoup de dogleg gauche. Donc il y a moins ce facteur draw chez Rory au driving, même si c'est vrai que quand on regarde le Pro Tracer, on a l'impression qu'il y a moins de courbes qu'avant. C'est beaucoup plus droit et c'est beaucoup moins ce draw prononcé. Donc peut-être qu'il a moins cet avantage pour Rory. Donc c'est aussi ce facteur-là que j'aimerais bien voir.
Alors en tout cas, il répond un peu aux Américains, Rory. Hein, c'est bon pour la Ryder, ça. Voir un Rory qui revient en forme, Rory, qui répond Stenson, un peu à Mickelson. Rose, c'est sûr qu'on a vu les Européens en tête et que même Benjamin commence à croire à la victoire de l'Europe. Il paraît même qu'il a joué quelques euros sur la victoire de l'Europe. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Pour moi, les États-Unis restent favoris. Mais les Européens vont gagner pour moi. Par contre, elle va être super cette Ryder. Elle va vraiment, être magnifique. c'est... Autant le Masters, je pense, va être le plus beau Masters, mais la Ryder Cup, c'est pareil. On a quand même des grands comebacks d'un énorme joueur européen, donc Rory, et puis les joueurs aussi, américains. Rose. Non, mais quand on voit même McGinley là qui commence à frétiller, enfin l'équipe européenne, elle va être monstrueuse aussi. Elle va être aussi monstrueuse que l'équipe américaine. Ça va être une bataille dantesque. Alors en tout cas, un autre qui grimpe actuellement chez les bookmakers, c'est Tiger Woods, 5e la semaine dernière. Alors on est passé de... Ah, on parle de Tiger. On va parler de Tiger un petit peu. On est passé il y a 2 mois de est-ce qu'il était capable de revenir. Maintenant, messieurs, c'est est-ce qu'il va gagner le Masters. Il y a 6 mois, c'était est-ce qu'il est capable de marcher. Donc. La semaine dernière, c'était est-ce qu'il va gagner le Masters. Maintenant, c'est est-ce qu'il peut redevenir numéro 1 mondial même. Incroyable. Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est là. Parce qu'évidemment qu'il peut gagner le Masters. Après, il n'est pas le seul. Dustin Johnson, McIlroy, enfin, il y en a plein qui peuvent gagner le Masters. Mais Woods en fait partie. Alors, ce qui est dingue, c'est que s'il avait gagné l'Arnold Palmer, il serait revenu dans le top 50 mondial. Voilà, alors, et il aurait joué le WGC. En même temps, quand on fait 12-2-5 sur le PGA Tour, voilà, sa place, elle est pas, il est aux portes du top 100 mondial. Il joue comme un 50e mondial. Il est quasiment déjà qualifié pour la première épreuve des playoffs de la FedEx Cup. C'est déjà qu'il lui manque une trentaine de points. Donc Tiger à la Ryder, c'est quasiment acquis, sauf blessure. S'il se blesse pas, ça me paraît. La semaine dernière, on disait que c'était déjà dans la poche, rien que par son charisme et un état de forme très très correct. Mais là, 10 tours sous le par à la suite, 3 top 15 dont un top 2. Là, on vous semble bluffé, Benjamin. Complètement, et comme je disais tout à l'heure, il y a quelques mois, on se demandait s'il allait pouvoir remarcher correctement. Même lui avait dit, je sais même pas ce dont je suis capable, si je peux rejouer au golf. Voilà, quand on se souvient des images de son arrestation, on avait peur même pour l'homme. Et donc là, c'est vrai que ça semble très loin ces images maintenant, quand on le voit sur un parcours jouer. C'était avant-hier. Et en plus, quel bonheur de le voir sourire, plaisanter. Enfin, on n'avait jamais connu Tiger comme ça. On le sent vraiment sur une pente ascendante là. Enfin, il reprend confiance à tous les niveaux et ça se voit par son attitude, par son swing qui est de plus en plus fluide, relâché. Et c'est vraiment un plaisir de dingue de le voir comme ça. Benjamin, maintenant on n'a pas vu Tiger jouer la gagnant majeure, jouer ces fameux 9 derniers trous du dimanche que Tiger évoque. Donc là, ça va être le révélateur. Ouais, ça va être le révélateur. Ce jeu-là, on l'a pas encore vu. Déjà, on n'y croyait pas à Tiger qui joue, notamment 2 personnes autour de cette table, même si l'un des deux n'est pas là. Personne n'y croyait à Woods qui joue la gagne en majeur et Benjamin Cadieux. Là maintenant, vous l'évoquez. Même vous évoquez la gagne en majeur. Après, faut pas. C'est Tiger. 79 victoires, 14 majeurs. C'est Tiger Woods. Tiger, c'est comme Pelé. Il va pas te choquer sur les 9 derniers. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il arrivera pas à finir le Masters, mais on va avoir aucun doute. Il est fait pour ça. Si vous relisez son livre sur le Masters 97, il ne pense qu'à ça. Il ne vit que pour ça. Donc voilà. Ouais, mais les 9 derniers trous d'un majeur, c'est autre chose. Oui, bien sûr, effectivement. Peut-être qu'il ira pas au bout. Mais enfin bon, si vous êtes inquiet pour Tiger Woods sur les 9 derniers trous d'un majeur, vous pouvez être inquiet pour la Terre. Mais je danse pas avant le début, avant que la musique ait commencé. Allez, avant de parler du salon du golf, je me tourne vers Johanna, qui elle va nous parler cette semaine, on continue avec Tiger, mais d'humilité. Alors Johanna, pourquoi le golf est-il une leçon d'humilité ? Oui, alors JP, le golf est bien le sport par excellence qui sait vous remettre à votre place dès que vous vous sentez un peu trop en confiance. Je me suis fait cette réflexion justement après avoir observé Tiger au Valspar et à Bay Hill. Quand on compare le Tiger d'aujourd'hui à celui d'il y a une quinzaine d'années, on n'a pas du tout le même personnage. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On est passé d'un méchant Tiger à un gentil Tiger ? Alors non, pas du tout. On est juste passé d'un gars ultra égoïste, très centré sur lui-même et ses objectifs, à un gars qui s'est pris tellement de claques dans la figure qu'il s'est tout simplement réveillé. Dès le plus jeune âge, Tiger avait été conditionné par son père à gagner et n'avait pas vraiment connu de déboire jusqu'en 2009 avec le début des scandales. Et là, il a enchaîné humiliation publique, divorce, blessures, problèmes techniques aussi bien au grand jeu qu'au petit jeu.
Bref, le masque est tombé et on a découvert un homme qui avait une véritable sensibilité et qui n'était pas si différent des autres. En gros, le golf, on le sait, hein, c'est une belle leçon de vie. Hein. Oui, tout à fait, JP. C'est un sport cruel dans lequel les échecs sont nombreux et inévitables. Mais ce sont justement ces échecs même qui nous permettent de grandir, de se remettre en question et par conséquent de s'améliorer en tant que personne et joueur. Ah, c'est vrai que le golf peut parfois remettre à sa place, hein, n'est-ce pas Arnaud? Des fois on chambre et puis sur le parcours... Ah bah de toute façon c'est un sport où il faut quand même pas trop chambrer, enfin, ça dépend de son niveau, mais vaut mieux être un joueur professionnel pour chambrer en golf parce que... Mais vous n'êtes pas professionnel alors? Non, bah, moi je chambre pas sur le parcours, pas beaucoup parce que la catastrophe peut très très vite arriver à ce jeu, donc non, faut la fermer sur le parcours, faut prier pour que la balle elle parte tout droit. Benjamin, vous qui jouez souvent des grands prix, un bon niveau amateur, le golf une belle leçon d'humilité parfois? Ah bah de toute façon c'est quand même le charme de ce jeu, c'est que sur un putt on peut se dire ça y est, on a compris, et ça de toute façon n'importe quel golfeur le sait, et puis sur le green suivant on a compris que de toute façon on n'aura jamais la force mentale, ce que je dis souvent, c'est les champions sont au-dessus de nous, c'est au niveau du mental, et après la technique c'est encore autre chose, c'est la technique elle peut à la rigueur peut-être s'apprendre, mais la force mentale, c'est là où les pros nous dominent. Ils sont pour moi, ils sont nés plus forts et c'est tout, quoi. Johanna, vous avez pris des grosses claques entre guillemets dans votre carrière, ou des choses qui vous ont un peu remis sur les rails, ou non, pas du tout? J'en prends tout le temps, mais tout le temps. Donc oui, ça m'a. Je pense pas que j'ai déjà eu le melon, mais c'est sûr que ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend à ne pas s'enflammer quand ça se passe très bien, que vous savez, juste rester calme, modeste, humble. Benjamin, mais c'est pas un peu le trait d'un champion d'avoir une confiance en soi exacerbée? Est-ce qu'on peut être un champion sans tranquille, enfin c'est pas genre un Tyrrell Hatton ou un Ian Poulter au début de sa carrière qui avait des gros melons, et au final Ian Poulter aujourd'hui c'est vraiment un mec cool parce que voilà, il s'est pris ses claques dans la gueule et ça l'a remis à sa place. Tyrrell Hatton pour l'instant il a un melon apparemment énorme. Mais ça, en dehors du golf, c'est même dans la vie de tous les jours. C'est en se prenant des claques qu'on évolue, qu'on grandit. Oui, c'est juste que c'est le sport le plus ingrat, quoi, je pense. Arnaud? Moi aussi, j'ai une question pour vous, Johanna, parce que vous êtes la joueuse la plus longue du PGA Tour, du LPGA, pardon. Est-ce que ça joue, ça? Est-ce que le fait d'être la joueuse la plus longue, est-ce qu'on roule un peu des mécaniques? Est-ce qu'on se sent plus fort? Comment ça se... Parce que nous, en tant que joueur amateur, on est toujours en train évidemment de regarder le drive du copain. Donc, vous n'êtes pas le plus long de Fontainebleau, Arnaud. Est-ce que ça vous joue pour vous, Johanna? Non, pas vraiment, parce que quelque part ça me met un peu une pression de devoir performer, justement. Parfois je me dis c'est quand même pas acceptable que je sois pas mieux rankée en étant la plus longue, donc non, au contraire, justement ça me rend un peu plus... Ah oui, c'est l'effet inverse, quoi. Ouais, c'est l'effet inverse. J'espère que j'aurai jamais le melon si enfin je profite de cette longueur pour être une des meilleures joueuses. Je pense pas, parce que voilà, au bout de tellement d'années d'expérience, vous apprenez à pas avoir le melon, mais non, aujourd'hui en tout cas, je suis consciente que le putting, le wedging, tout ça c'est beaucoup plus important que taper fort dans une balle. Allez, si vous le voulez bien, on va retourner en France. On le veut bien, Jean-Philippe. Vous le voulez? Alors, on retourne en France parce que la semaine dernière, il y avait le salon du golf à Lyon. Il y a 2 semaines auparavant, c'était le salon du golf à Paris, porte de Versailles. Eh bien, Sébastien Cachard-Berger y était pour nous, vous vous rendez compte? Et c'était l'occasion de faire un petit état des lieux du golf français. Avec près de 30 000 visiteurs annoncés, l'édition 2018 du Salon du Golf a tout d'une belle réussite pour ses organisateurs. Année de Ryder Cup oblige, le salon avait d'ailleurs fait fort cette année avec près de 10 000 m² réservés aux passionnés et 120 exposants réunis pour cette 12e édition. L'occasion d'aller à la rencontre des acteurs de l'industrie du golf en France et de faire avec eux un petit bilan de santé de notre sport. Un état des lieux mitigé pour la plupart d'entre eux, à l'image de Jean-Pierre Olivier, directeur général de Ping en France. On a une population vieillissante de golfeurs en France, les jeunes ne se mettent pas à jouer au golf. Et pour des raisons multiples, je pense qu'il n'y avait pas, sauf depuis ce week-end ou le week-end d'avant, il n'y avait pas d'égérie mondiale qui les motivait à aller jouer au golf. Et depuis 4-5 ans que Tiger Woods, par exemple, ne jouait plus, que ce soit aux États-Unis et partout dans le monde, le golf a eu plus de problèmes. Ensuite, je pense que les jeunes aujourd'hui font d'autres activités qui prennent moins de temps, qui coûtent moins cher.
Et on sait tous que c'est un sport qui est compliqué. Il faut être patient et qu'il faut pas mal de temps avant d'y arriver. Donc il y a pas mal de jeunes qui sont assez démotivés avec ça. Après le boom des années 90 et 2000 qui avait vu le nombre de golfeurs multiplié par 2, l'heure est en effet à la stagnation avec environ 400 000 licenciés recensés depuis 2009. Un constat que dresse également Fabien Donoyan, directeur adjoint de l'Académie YouGolf. Aujourd'hui, le nombre de licences est en baisse, le nombre de personnes qui veulent essayer le golf est en baisse, le marché se rétrécit de plus en plus. C'est-à-dire que pour aller chercher de nouveaux golfeurs, c'est vraiment compliqué. Le golf, ça doit être fun, ça doit être famille, on ne doit pas se prendre la tête. Moi, ce que je trouve dommage dans le golf en France, c'est que pour faire rêver les jeunes et pour les amener au golf, il faut que ça soit un peu moins aseptisé, peut-être un peu moins old-fashion, un peu différent. Les différents acteurs du marché cherchent des solutions pour faire revenir les jeunes vers le golf, comme l'explique d'ailleurs Nicolas Girard, responsable du stand Puma Cobra lors du salon. Chez Cobra Puma Golf, on essaye d'apporter des produits avec de l'innovation, avec des nouvelles technologies. On est par exemple la seule marque aujourd'hui sur le marché à proposer des clubs connectés. Donc on essaye d'aller dans le... de continuer à donner une modernité au jeu et le faire évoluer avec les nouvelles pratiques et les nouvelles générations. C'est un sport fabuleux qui a des magnifiques valeurs sur lesquelles on ne communique pas assez pour moi. Il faut que ça passe par l'éducation, il faut que ça passe par les écoles. Malheureusement, la France ne s'appuie pas sur ses forces parce qu'on a le plus beau pays au monde, on a des golfs partout en France et on n'appuie pas encore assez sur cet élément-là et qui pourrait apporter plus de touristes. Donc d'un côté jeune dans l'éducation, d'un côté tourisme, on a du potentiel, donc c'est pour ça que je reste optimiste. Alors le salon du golf, merci beaucoup Sébastien Cacherberger pour ce reportage au salon du golf. C'était à Paris il y a 2 semaines. Messieurs, le salon du golf, c'est une super idée, il en faut en France. C'est une super idée et bravo à Marc Assous, l'organisateur, de l'avoir créé, de l'avoir repris maintenant. Il faut vite un deuxième souffle parce que c'était très très triste cette année. Je croyais que c'était encore plus triste à Lyon. Le week-end dernier, il faut vite faire quelque chose, il faut vite que quelqu'un reprenne. C'est très bien que ça existe. Après, il faudrait que ce soit beaucoup mieux géré, avec beaucoup plus de monde. Plus de place pour les fabricants, parce que les gens viennent beaucoup tester du matériel, mais il y avait le salon de l'internat en même temps. Mais bon, c'est vraiment pas pour critiquer Marc Assous qui a fait ce qu'il peut et qui doit vivre avec ça, mais il faut vite surtout que c'est le meilleur organisateur du salon du golf qui ait jamais existé. Après, il y a eu que lui, il y a que lui qui a osé. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pendant 2 ans il l'a plus et ça c'est. Oui. Alors il faut noter aussi que c'est peut-être un des seuls salons qui existe encore en Europe, salon du golf qui existe encore en Europe. Voilà, mais on ne sait pas s'il existera encore l'année prochaine, on l'espère, mais on espère aussi qu'il y aura un nouveau souffle parce que là c'était vraiment en très nette perte de vitesse. Allez, on reste en France pour prendre cette fois des nouvelles du golf national. Il a fait encore bien froid ce week-end et on a encore vu le parcours sous la neige. Forcément, on pense à la Ryder qui arrive dans quelques mois. On a contacté justement Stéphane Rouen qui est un consultant en gazon sportif et gérant de la société GK Consult. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non de l'état du national? Il nous donne son avis. Je suis pas inquiet du tout. Il y a les endroits, ils ont fait un gros boulot sur les 5 dernières années, donc que ça soit sur le substrat de surface où c'est devenu très sableux, et puis dans des gros travaux de drainage pendant la fermeture, qui sont assez efficaces. Après, il est clair que pour tout ce qui est voie pour les spectateurs, etc., tout l'aménagement ne va pas jusque là, mais bon. Pour le jeu, je suis pas inquiet du tout. L'incidence, si c'est un retard de démarrage des graminées, donc notamment sur les greens, et sur le reste ça va, il suffit de fertiliser, c'est un peu plus riche. Mais l'incidence ça va pas être longue. Il suffit de 15 jours de et tout le monde va redire que les greens du national sont fabuleux. Donc quand bien même l'hiver aurait été difficile, ça sera remis largement même pour l'Open, quoi. Alors, est-ce que vous êtes rassuré de l'état du golf national à quelques mois de la Ryder? Aucune inquiétude. Stéphane Rouen mentionnait Alejandro Reyes. Exactement. Le greenkeeper du golf national. Voilà, qui fait un travail exceptionnel avec toute son équipe au golf national. Et de toute façon, c'est un lieu commun un peu du greenkeeping. Les parcours, l'herbe a besoin
d'hiver pour se reposer. Oui, mais enfin c'est vrai qu'Alejandro, il faisait quand même, c'est lui, c'est parti de lui. Enfin l'inquiétude, en tout cas, il a dit, il a mis 2 photos, une photo du national actuellement et une photo du national il y a 1 an ou 2. Voilà, il dit le national est comme ça et il devrait être dans cet état-là. Donc c'est sûr que pour lui, il peut rien faire sous la neige. Là, on attend que ça fonde. Alors justement, voilà, Stéphane Rouen soulignait l'excellent travail du greenkeeper du golf national depuis les 5 dernières années. Hein, que voilà, si le parcours on a un Mozart du greenkeeping, ça tout le monde le sait. Le national et progresse chaque année. C'est un parcours drainage incroyable. La qualité de drainage, même si vous allez sur l'Aigle, le parcours bis. Vous finissez la partie, vous avez pas 1 gramme de terre sous les chaussures. L'Aigle, c'est là où va toujours Jean-Philippe. C'est le territoire de Jean-Philippe. J'adore l'Aigle, ouais. Mais Alejandro le disait justement, lui, il voulait pas justement avoir un entretien à 2 vitesses entre l'Aigle et le national. Hein. C'était faire le complexe du golf national. Moi, je sais pas. Moi, je connais pas les greens de l'Aigle, mais c'est sûr que le national, c'est un bijou. On ne le dira jamais assez. Après, il vaut mieux être plutôt proche de 10, aller au minimum 15. Pour jouer le national, mais on a vraiment la chance d'avoir un parcours dans un état exceptionnel, des greens exceptionnels, des fairways fabuleux, des super départs. C'est un parcours incroyable. Le national, c'est un bonheur à jouer. Juste, c'est normal qu'Alejandro Reyes s'inquiète. Il a une pression incroyable. Il va enchaîner le HNA Open de France, tournoi des Rolex Series avec la Ryder Cup, le plus grand événement. Benjamin. Le plus grand événement qui s'est jamais déroulé en France. Donc c'est quoi? C'est 1 milliard de téléspectateurs ou 800 millions de téléspectateurs. C'est sûr que le monde entier va avoir les yeux sur le national. Il a envie de. Il a des comptes à rendre à l'European Tour. La Ryder, c'est le 3e événement le plus regardé au monde. Oui, ça, tout le monde est à peu près. Tout le monde dit à peu près la même chose là-dessus. On ne sait pas exactement quel est le 3e. Allez messieurs, on retourne au Golf Pro et avant de parler d'Alexander Levy ou WGC Match Play qui se déroule ce week-end, on accueille Rémi Rivière pour quelques nouvelles fraîches de la planète golf. Alors Rémi, vous nous dites, on commence par quoi ? On va commencer par Tiger Woods, c'est plus précisément la President's Cup. L'information est tombée mardi dernier. C'est Tiger qui a été nommé capitaine de l'équipe américaine pour 2019. Le Tigre tentera de ramener aux Américains une 8e victoire consécutive face à la sélection du reste du monde. Et en face, le capitaine sera Ernie Els, le Sud-Africain aux 4 victoires majeures. Une opposition, Jean-Philippe, qui rappelle leur célèbre play-off en 2003 dans cette même President's Cup. Match épique où le Tigre et Big Easy n'avaient pu se départager après 3 trous de play-off et l'arrivée de la nuit. Score final 17-17. Alors on passe au golf féminin maintenant, direction le circuit américain, le LPGA. Oui, le tournoi était en Arizona la semaine dernière, la Founders Cup, c'est la championne olympique Inbee Park qui s'est imposée, mais la sensation de ce week-end, c'est la 2e place de Laura Davis. L'anglaise de 54 ans n'était plus montée sur un podium du LPGA Tour depuis 2007. Laura Davis, c'est 4 victoires en majeur, on le rappelle, et elle a dit après sa partie, je cite, « Maintenant, les gens vont peut-être arrêter de me demander quand est-ce que je prends ma retraite. » Voilà, le message est clair. Quant à la Française Karine Hichet, elle termine à la 11e place. Allez, toujours chez les femmes, une nouvelle date pour le Lacoste Ladies Open de France. Et oui, après 6 éditions à Chantaco, l'Open de France féminin déménage, direction la Gironde et le célèbre golf resort du Médoc. De son côté, le parcours de Chantaco. Le Médoc qui sera au petit soin pour... en profitera pour se refaire une santé, donc... Parcours de Chantaco qui en avait besoin, Jean-Philippe. Lacoste reste le partenaire titre et le tournoi garde son naming de Lacoste Ladies Open de France, le LLODF pour les intimes. Et puis, deuxième modification, la date sera du 6 au 9 septembre, soit juste avant l'Evian Championship. Alors on parle maintenant, en parlant de Médoc justement, on a Rory McIlroy qui s'est prononcé ce week-end sur de l'alcool sur les golfs, c'est ça Exactement. Et pour les joueurs ou Exactement Jean-Philippe. N'en déplaise d'ailleurs à notre technicien Hugo Ponce qui apprécie une bonne bière autour d'un parcours. Rory McIlroy lui n'aime pas ça. Ce week-end, Rory était engagé sur l'Arnold Palmer Invitational, tournoi qu'il a remporté au passage. Et samedi, jour de la célèbre Saint-Patrick, Rory a tout simplement appelé à limiter les ventes d'alcool sur les tournois du PGA Tour. Il a raconté une histoire à la fois drôle et gênante. En pleine partie, un spectateur aviné est venu hurler le nom de sa femme, Erika. À plusieurs reprises. Rory a tenté de lui parler pour le raisonner, mais c'est finalement la sécurité qui s'en est occupée. Suite à cette mésaventure, Rory a dit « Chambrer les joueurs, oui, mais parler de sa vie privée, non. Et l'alcool, oui, mais avec modération. » Ouais, parce qu'un Phoenix Open sans alcool, ça serait vraiment un Phoenix Open aussi. Enfin, si, ça pourrait quand même être un Phoenix Open. Ils sont pas obligés tous de rouler sur les greens, enfin, ou dans les bunkers. Voilà. Alors, Johanna, une petite réaction sur la victoire, la 2e place de Laura Davis, qui est toujours là. Oui, ça ne m'étonne pas plus que ça parce que c'est un parcours où déjà très plat, pas du tout physique. Et comme elle a des soucis de blessure aux chevilles, tout ça, dès que c'est un parcours qui est un peu vallonné, elle va fatiguer, elle va un peu lâcher physiquement, donc mentalement ça part en vrille.
Donc voilà, un parcours très plat, il faut juste être précis avec les mises en jeu, et elle adore son faire 2, elle est précise, et ensuite c'est un concours de putting, et quand le putting chez elle est en place, on sait qu'elle en est capable, donc c'est sans... voilà, je suis pas plus étonné que ça. Ouais, c'était étonnant de voir les réactions de Laura Davis qui n'a pas gagné aux USA depuis 2001 je crois, et qui s'est retrouvée donc à jouer la gagne le dimanche, et elle a raconté que mentalement elle était plus du tout habituée à jouer la gagne. On en parlait avec Tiger pour les 9 derniers trous du Masters, mais parce qu'elle a perdu cette mécanique de jouer la gagne, elle s'est retrouvée nerveuse comme jamais selon ses mots au départ du 1. Elle a quasiment fait une soquette au départ du 1 avant de rentrer un chip au 2 pour Eagle, donc ça allait tout de suite mieux, mais c'est toujours cette mécanique du mental quand on joue la gagne, ça se travaille tout le temps visiblement chez les pros. Exactement, ouais. Le plus souvent vous vous retrouvez dans cette situation, le plus vous êtes à l'aise et le mieux vous êtes. Et même les plus grands championnes peuvent perdre cette habitude de jouer la gagne. On l'a vu avec Laura Davis. Allez, on ouvre notre page French Corner, car l'événement de cette semaine côté bleu, c'est la participation d'Alexander Levy au WGC Matchplay qui se déroule à Austin. Alors, est-ce que Alexander est en forme? On l'écoute, Alexander. Très content d'être ici à Austin. Le parcours est top, super bon parcours, surtout de matchplay, avec des choix de mise en jeu où on peut être plus offensif ou défensif. Donc, non, un bon parcours, un bon setup. Après, la forme du moment, ça fait un petit moment que j'ai pas joué de tournoi. Donc voilà, mais je me suis bien préparé. La semaine dernière, j'étais en Floride pour m'entraîner pendant une semaine avec Tom et Fabien. Il y avait mes coachs aussi qui étaient au Béil, donc j'ai pu bien me préparer. Alors on le rappelle, la formule de ce WGC Matchplay, c'est 16 poules de 4. Les premiers de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale et ainsi de suite, des matchs à élimination directe. On va citer la poule d'Alexander Levy, Charlie Hoffman, Brandon Steele et Tyrell Hatton. Le chouchou de Benjamin. Alors est-ce qu'il s'en sort bien? Ouais, c'est sûr, quand on voit les autres poules, c'est quand même pas mal. Après, il est 61e, donc forcément il est tête de série numéro 4 dans sa poule. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est que Tyrell Hatton, c'est un joueur européen comme meilleur joueur de sa poule, au moins il connaît. C'est un peu plus facile que s'ils étaient tombés sur un Américain, genre Jordan Spieth ou Ricky Fowler ou quelque chose comme ça qui est quand même beaucoup plus impressionnant que Tyrell Hatton. Donc voilà, après de toute façon ce serait un exploit monstrueux de sortir des poules, et il lui faudrait une place apparemment d'après notre spécialiste Nosferatu quart de finale. Voilà, il faut une qualification en quart de finale. Alors, il faut qu'il sorte des poules et après il faut qu'il gagne son 8e de finale. Donc est-ce que vous voulez avoir pour rentrer dans les 50 et jouer le Masters? Est-ce que vous voulez connaître l'avis d'Alexander Levy justement sur cette poule? Ah bah bien sûr. Ah bah c'est parti. Je pense que ça va être des matchs avec des joueurs très accrocheurs. Voilà, j'ai entendu dire que c'était des poules faciles ou quoi, mais bon, il n'y a pas de poules faciles, surtout avec des joueurs comme ça. Donc voilà, ça va être très compliqué, mais il va falloir être bon et donner 100% de soi. Alors justement, Alexander qui quand même évite par exemple la poule de la mort avec Jordan Spieth, Patrick Reed, Hatton Glee et Charles Schwartzel. C'est une poule qui est sympa. Ouais, mais comme l'a dit Alexander, c'est bête à dire, mais il y a plus vraiment de poule facile. La densité du top 100 mondial, enfin là en l'occurrence du top 70 mondial. Ouais, non, mais c'est vrai que quand vous entendez la poule là quand même à Hatton Glee, Schwartzel, Reed et Spieth, c'est quand même un peu plus costaud, Brendan. Ouais, mais en match-play... Oui, non, c'est jamais, non, c'est sûr. Vous voyez ce qu'a fait Tyrell Hatton ces derniers mois. Vous voyez Hoffman, qui est l'un des meilleurs joueurs du PGA Tour depuis 3-4 saisons. De toute façon, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Mais bon, et ça reste du match-play, et beaucoup aussi la pièce en l'air. C'est où vous perdez, vous gagnez, vous disparaissez. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Alexander? Passer les poules, ça sera un exploit, selon vous? Ah oui, passer les poules, c'est déjà un exploit. Il faut quand même sortir de cette poule-là, qui est plutôt agréable par rapport aux autres, mais ça reste quand même les meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, ce serait un exploit. Alors si on se projette en 8e de finale, il pourrait affronter Matsuyama. Si Matsuyama sortait premier de sa poule, ça serait un match intéressant. On va peut-être attendre avant d'en parler. Et surtout que Matsuyama revient de blessure, donc on a, tout comme Justin Thomas d'ailleurs, donc on n'a aucune garantie pour ces joueurs-là. Mais au-delà de ça, on est devant un petit moment charnière, je trouve, dans la carrière d'Alexander Levy. Il y a le Masters au bout du fusil, il y a également la Ryder Cup
en ligne de mire. Et ça peut se débloquer avec une grosse performance, des grosses performances qu'on avait. Après, ce serait moins grave par rapport à d'habitude que les autres fois où il s'était pas qualifié Master. Là, ce serait vraiment, il faut quasiment qu'il gagne 4 matchs de suite pour aller en quart de finale. Mais c'est ça le très haut niveau. Oui. Non, mais je veux dire, il aura quand même d'autres chances après pour jouer l'US Open et voilà, il y aura encore des gros tournois pour rentrer dans les 50 et enclencher la dynamique. Alexander, il est pour le moment 60e mondial. Son meilleur classement, vous l'avez dit, c'était en 2015, en février 2015, il était 49e et on se souvient, il s'était un peu pris les pieds dans le tapis. On a joint Alexander Levy par WhatsApp. Il nous a jamais évoqué le fait du Masters. Pour lui, son prochain tournoi, c'est Agadir, le Maroc, puis la Chine. On n'a jamais, il le dit pas encore. Peut-être qu'évidemment, je pense qu'il le pense, mais il ne l'évoque pas le Masters. De toute façon, il a pris tellement de claques. Là, on en parlait un peu avec Johanna tout à l'heure. Là aussi, il a buté sur cette place de 50e mondial un paquet de fois. Il a son invitation au Masters, il l'a vu plusieurs fois lui glisser entre les doigts. Donc forcément, maintenant, il n'y pense plus. Mais c'est peut-être la meilleure place justement. Il n'est pas attendu, il n'a rien à perdre. Tout à fait. C'est sûr que là, il a moins de pression que d'habitude. Encore une fois, il va lui falloir quasiment gagner 4 matchs. Je pense que ça va être un bon joueur de match-play, Alex, parce qu'il est très offensif. Il avait gagné contre Abi Barnat en Eurasia Cup, d'ailleurs. Et en plus, Alex est en forme, on le rappelle, depuis le début de l'année, c'est 4 tournois, 2 top 5, 1 top 10, une 16e place européenne. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour Alex ? Ouais, c'est juste dommage de ne pas avoir, je ne sais pas si, malheureusement, je n'ai pas pu en parler avec Alex, mais c'est pas avoir eu une invitation pour jouer évidemment, c'est compliqué de jouer Bale et ces tournois-là, c'est des tournois très, très squattés par l'élite mondiale, mais 1 ou 2 tournois pour se réhabituer au feu du PGA Tour et du très haut niveau. Et voilà, et aux conditions de jeu américaines, même s'il a une maison en Floride et qu'il passe de plus en plus de temps là-bas, mais j'aurais voulu qu'il joue un peu un tournoi ou 2 avant ce WGC qui va être, comme je le martèle, capital pour le sud de la saison. Arnaud, rapidement. Non, en tout cas, c'est pas l'occasion ou jamais. Encore une fois, il y aura plein de tournois encore derrière. La place dans les 50, c'est l'occasion ou jamais pour le Masters, ça c'est sûr. Parce que l'US Open, l'US PGA, le British Open, il a déjà tout joué. Mais il faudra qu'il les joue. Non, mais c'est sûr que en tout cas pour jouer le Masters, c'est qui tout double. Allez, on continue de parler du WGC Matchplay avec Rémi Rivière qui revient pour sa fantaisie. Alors on le rappelle, vous êtes plus de 400 à jouer en ligne sur la Ligue Journal du Golf. La semaine dernière, il n'y avait pas de tournoi sur le Tour européen. Donc Rémi, statu quo en haut du classement ? Alors pas vraiment statu quo, puisque souvenez-vous Jean-Philippe, on s'était laissé juste avant le Hero Indian Open il y a 2 semaines. Et alors là, roulement de tambour, devinez quoi Arnaud ? Eh bien on a eu un changement de leader. Bienvenue à Nicolas Clotis qui bosse à la Fédération Française de Golf et qu'on salue. Nicolas devance de seulement 18 000 € Théo Morin-Dior, l'homme des sacs. Et quant à la team JDG, on perd encore et encore du terrain puisqu'on est 255e de la Ligue. Vivement la fin de saison. Ouais, bon, pas facile, on va vous mettre sous antidépresseur, Rémi. Alors cette semaine, gros tournoi avec beaucoup de points en jeu, le WGC Matchplay, on l'a dit. Alors quels sont vos plans ? Notre équipe est prête, mais d'abord Jean-Philippe, on va écouter les choix de Nicolas qui nous a gracieusement, je dirais, révélé la totalité de son équipe. Évidemment, à coup sûr, c'est celle qui va pas marcher. Donc j'ai mis 2 Espagnols dedans. Il y a John Ram et Rafa Cabrera Bello, Thomas Pieters, Paul Casey, Patrick Reed et Rory McIlroy que j'ai mis en capitaine. Rory McIlroy parce qu'il est en pleine bourre, il vient de planter le tournoi, il a joué fantastique et c'est un bon joueur de match-play également. Paul Casey parce que il est aussi dans une bonne forme actuelle, il connaît bien le circuit américain, c'est un bon joueur aussi de match-play. Patrick Reed parce qu'un petit américain sur le sol américain c'est toujours bien vu et puis ses derniers résultats sont pas mal. John Ram parce que c'est la valeur montante des Européens et Thomas Pieters parce qu'il avait fait une super dernière Ryder Cup, que je pense que c'est un gros joueur aussi. Il n'a pas eu de très bons résultats depuis le début du tournoi, donc c'est un petit pari. Voilà. Merci Nicolas, donc nous on va garder que 2 joueurs dans l'équipe JDG, le Belge Thomas Pieters et le numéro 3 mondial Jon Rahm. On conserve évidemment Rory McIlroy qui sera aussi notre capitaine. On prend ensuite Sergio Garcia, nouveau papa et surtout 4e du Valspar, son dernier tournoi. On envoie aussi Tyrrell Hatton, le Britannique au sang chaud qui risque d'être assez infernal en match-play. Et comment oublier Alexander Levy, seul français participant au WGC. C'est vrai qu'Alex n'a jamais réussi à performer lors des championnats du monde, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai aussi qu'Alex est très en forme en ce début d'année et qu'il adore le format match-play, donc nous on y croit. Allez, merci Rémi. Une Fantasy League à retrouver sur notre page Journal du Golf. Allez, avant de se quitter, un petit pari peut-être pour ce WGC Matchplay. Alexander Levy, qu'est-ce qu'il peut faire déjà ? Johanna ?
Moi, je sens bien demi-finale. T'es encore plus optimiste que moi. Je sens bien Alex. Arnaud moi, je vais dire quart de finale, comme ça, il ira au Masters, mais j'y crois pas. C'est pour l'encourager, mais j'y crois pas. Allez, moi, je dis aussi quart de finale, mais et victoire de Rory McIlroy. Rory McIlroy, vous le voyez vainqueur, Rémi? McIlroy, moi je le vois vainqueur. J'avais mis McIlroy Johnson, je crois, en finale. Mais surtout, Alex, s'il arrive en quart, ça sera contre Spieth ou Peters. Donc là, ça sera. Ouais, mais déjà, s'il arrive en quart, c'est la qualif pour le Masters. Tout ça. Il y aura du monde. Quoi. Ça reste à vérifier quand même. Hein. Arnaud, vous voyez qui gagner? Là, allez, mouillez-vous là un peu. On vient de voir McIlroy jouer, donc évidemment. On est dans la fantaisie, Arnaud. On pense à McIlroy, mais déjà de pronostiquer un vainqueur en golf dans un tournoi en stroke play, c'est compliqué. Mais alors en tournoi en match play, là, ça devient de la magie. Bon, Johanna, je pense que vous avez l'idée du vainqueur. Paul Casey. Paul Casey. Ouais. Ok. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Hugo Ponce pour la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.